Bonjour à toutes et à tous. Alors nous sommes très contents d'être là aujourd'hui et encore merci à VetInTech pour l'organisation de Numanima qui nous donne l'occasion de venir vous parler de réseaux de neurones et notamment de leur application en pratique vétérinaire et comme on va le voir pour ce qui est des diagnostics notamment. Alors, petite présentation rapide pour ceux avec qui on n'a pas encore eu la chance d'échanger. Donc moi je suis Laureline, je suis diplômée de l'école de Lyon et aussi spécialisée en recherche et en analyse de données. Et Damien est formation d'ingénieur et développeur informatique. Et ensemble, nous sommes associés pour cofonder Exdata, qui est tout simplement un service de traitement et d'analyse de données scientifiques et techniques pour la recherche et le développement, principalement dans les sciences du vivant, actuellement. Alors, je vous propose pour démarrer cette présentation, quitte à enfoncer des portes ouvertes, mais je me dis au moins si on part avec les mêmes bases et qu'on se met d'accord sur les définitions, comme on voudrait par la suite rentrer un peu plus dans la technique avec vous aujourd'hui, ça permet que éventuellement certaines personnes vont déjà être au courant de ce qu'on va expliquer, mais comme ça, ça permettra de mettre tout le monde à niveau. Je vous propose de vous prêter un petit jeu avec moi, qu'on va appeler IA ou pas IA. Donc je vais vous montrer des exemples et je vais vous demander de lever la main si vous pensez qu'il s'agit d'intelligence artificielle. Alors, un modèle de régression linéaire. Est-ce qu'il y a des personnes, voilà, gouvernement, qui pensent qu'on est déjà dans ce qu'on appelle intelligence artificielle? Les personnes qui avaient la main. Très bien. Un algorithme de tri. Donc là, on est sur du code informatique qui, par exemple, vous permet automatiquement de trier par ordre alphabétique ou croissant des données. Est-ce qu'on est sur de l'intelligence artificielle? Ok, très bien. Un classifieur d'images, donc qui automatiquement, par exemple, va trier des photos dans différents dossiers. Est-ce qu'on est sur de l'IA? Et enfin, un chatbot qui va répondre à vos questions en tout cas les limites de son programme ou de ses connaissances. Est-ce qu'on est sur de l'IA? Alors, pour savoir ce qu'il en est, on va tout simplement demander à Internet. Donc, la définition de l'intelligence artificielle, et comme cela a déjà été dit dans d'autres présentations hier, il me semble notamment, l'ensemble de théories ou techniques qui va nous permettre de créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Alors, ce qui est très intéressant avec cette définition, c'est qu'on comprend que c'est très large, en fait, et donc, techniquement parlant, tout ce qu'on a cité précédemment rentre dans cette définition. C'est un peu discutable, mais dans l'ensemble, voilà, on peut en discuter. Et ce qu'on aime bien avec cette définition, c'est que souvent, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, en plus, il faut comprendre, comme on l'a déjà dit, on entend beaucoup maintenant appareils intelligents, et on met IA partout. En fait, c'est un terme qui peut être très marketing, et que souvent, en fait, on se concentre sur le nom intelligence, alors que le point important, c'est l'adjectif artificiel, et le fait que ça ne fait bien que simuler des capacités de raisonnement. Donc, on vient de voir que le terme IA était globalement très large et utilisé d'ailleurs effectivement par le marketing souvent de manière très très large. Au sein de l'intelligence artificielle, on va rentrer un petit peu plus en détail pour voir de quoi on va parler. Il y a ce qu'on appelle le machine learning. Donc, le machine learning, c'est un ensemble de techniques ou d'algorithmes, on va dire, qui vont ajuster leurs paramètres en fonction des données sans qu'ils aient été définis explicitement par le développeur ou par l'utilisateur. Par exemple, un algorithme de clustering qui va répartir des points en différents clusters sans que l'utilisateur ait spécifié le nombre de ces clusters ou ce qui les caractérisait. Et au sein du machine learning, il y a une autre sous-partie qui est ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond, qui est notamment matérialisé par les réseaux de neurones artificiels ou ANN. Alors, quand on parle de réseaux de neurones artificiels, on imagine souvent, quand on parle de réseaux de neurones, même on imagine facilement un cerveau humain. Et je dirais que même si c'est une analogie qui a certains mérites, honnêtement, elle est assez loin de la réalité en ce qui concerne le fonctionnement d'un réseau de neurones. Un réseau de neurones, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Alors pour les moins amateurs, rassurez-vous, il n'y a que 2 slides un peu techniques, accrochez-vous, ce ne sera pas trop long. Globalement, à gauche, on va avoir la couche d'entrée du réseau de neurones dans laquelle vont arriver les données. Donc ces données, par exemple, ça peut être les constantes métaboliques d'un animal. Tout à droite, on a la couche de sortie qui va représenter ce qu'on demande au réseau de produire. Donc ça va être, par exemple, là, des classes animal sain, animal atteint de telle pathologie, animal atteint de telle autre pathologie. Et au milieu, il y a ce qu'on appelle les couches cachées, au sein desquelles
se produit vraiment l'algorithme et les calculs qui vont permettre d'arriver aux catégories. Ces couches cachées, elles sont composées de neurones qui, encore une fois, n'ont pas grand-chose à voir avec leurs homologues biologiques, puisqu'en fait, c'est des fonctions mathématiques qui sont relativement simples. C'est une somme de fonctions linéaires des valeurs des neurones précédents à laquelle on applique une non-linéarité. Globalement, c'est des maths niveau terminal ou pas beaucoup plus loin. C'est vraiment pas beaucoup plus compliqué que ça. Par contre, ça fonctionne parce que y a un théorème qui s'appelle le théorème d'approximation universelle. Alors, je vous épargne son libellé exact parce qu'il est incompréhensible. Mais globalement, ça signifie que si on empile suffisamment de ces petites unités de calcul simples, on peut faire une approximation de n'importe quelle fonction mathématique complexe, à condition d'avoir les bons paramètres pour nos fonctions linéaires. Et on en arrive à la partie intéressante sur le deep learning, qui est l'entraînement. Comment ça fonctionne justement pour trouver ces bons coefficients pour que le réseau de neurones produise les sorties attendues en fonction des entrées qu'on lui passe. Donc on va partir d'un réseau de neurones qui est naïf, on va dire. Tous les coefficients vont être initialisés de manière complètement aléatoire. Et on va préparer un jeu de données pour l'entraînement. Donc c'est des données accompagnées d'un label souvent défini par un expert humain. Donc par exemple, voilà, on parlait de pathologie. On va avoir des lignes de données avec telle constante métabolique, ça correspond à telle pathologie. Je prends délibérément un cas très simplifié. Voilà. Mais on va avoir plein de données comme ça. Et on va passer ces données au réseau de neurones. Alors il va donner des sorties qui, à la première itération, vont être complètement aléatoires, puisqu'il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Et on va utiliser ce qu'on appelle la fonction de perte pour mesurer l'écart entre les réponses attendues et les réponses fournies par le réseau de neurones. Et on va utiliser cette fonction de perte pour corriger un petit peu les coefficients du réseau de neurones. Et ensuite, on va recommencer en boucle, un certain nombre de fois, ça on appelle les époques souvent, pour faire converger petit à petit les coefficients pour que le réseau de neurones donne les résultats qu'on attend. C'est l'algorithme qu'on appelle la descente de gradient. En fait, c'est une recherche de minimum sur la fonction d'erreur. À gauche, vous avez une petite animation sur ce que ce serait en 3 dimensions. Il faut imaginer que si vous avez des millions de coefficients, c'est un espace dans des millions de dimensions où on cherche un minimum local. Mais en 3D, c'est plus facile sur le slide. Voilà, donc globalement, ça c'est le principe du fonctionnement des réseaux de neurones. Il y a des architectures plus complexes spécifiques pour traiter les séries temporelles, pour traiter les images, etc. Mais au cœur de ces architectures, il y a globalement ce principe-là. Donc juste un empilement de mathématiques relativement simple qu'on ajuste sur des données existantes. Donc maintenant qu'on a vu comment cela fonctionnait, la grande question c'est à quoi ils peuvent servir. À notre sens, en essayant, on va dire, de résumer, il y a 2 grandes catégories où il est assez pertinent d'utiliser les réseaux de neurones. En simplifiant, on va dire des cas où on cherche à imiter les capacités du cerveau humain, c'est-à-dire simplement de remplacer des tâches pour lesquelles on est parfaitement capable de les faire par nous-mêmes, mais qu'il a des intérêts à le faire par une machine, ou alors de répondre à des questions dans lesquelles la capacité de réflexion humaine du cerveau va être dépassée. Alors pour vous donner des exemples plus concrets, par exemple, le cerveau humain, on est extrêmement doué pour reconnaître des formes dans des images ou pour retrouver des séquences dans du signal comme du son. Par contre, trier manuellement des grandes quantités d'images ou des signaux sonores est une tâche extrêmement fastidieuse qui n'a pas spécialement de valeur ajoutée à être fait par un humain par rapport à une machine à qui on aurait appris de manière efficace à reconnaître ces images ou ces sons. En effet, le réseau de neurones, une fois entraîné, va pouvoir faire ce classement de manière plus rapide, souvent qu'un humain, et ne va pas fatiguer. Ce qui veut dire qu'il aura un taux d'erreur constant sur ce classement, peu importe l'heure de la journée, par exemple. Et dans les deuxièmes grands cas, donc comme on l'a dit, par exemple sur la détection, sur la prédiction du risque pour un individu d'être malade en prenant en compte tous les facteurs que l'on sait qui peut entrer là-dedans, son historique, son environnement, tous les accidents qui vont lui arriver ou ses traitements. En fait, si on commence on va dire, à faire de la fonction mathématique sur un nombre de données d'entrée très important, on arrive sur des dimensions de calcul qui deviennent difficiles, même pour un expert humain, de sortir ces tableaux et ces graphiques et d'essayer de faire une prédiction en prenant tous les paramètres en compte. Et c'est là où, du coup, aussi, ce genre de technologie est intéressante pour nous aider peut-être à nous guider, à faire des prédictions sur des grands jeux de données avec énormément de variations. Quelque part, si on y réfléchit, c'est déjà ce que nos ordinateurs ou même nos calculettes font pour nous.
Ce sont des maths qui ont été faites à la base par des experts à la main, mais qui nous permettent maintenant de faire des choses qu'on ne va plus calculer de tête, qu'on n'est pas capable de faire, et qui le fait extrêmement rapidement. Alors, bien que ces réseaux de neurones peuvent être très utiles dans ces différents cas d'application, il ne faut pas oublier qu'ils ont des limites et qu'il est important d'en avoir conscience pour leur utilisation. En effet, même le meilleur modèle entraîné sur le meilleur jeu de données fera toujours des erreurs, tout comme un expert humain quelque part. Hein. On est à l'abri de rien. Donc on n'aura jamais en fait un taux de résultat de 100% de réussite. Donc il est important d'en avoir conscience. De plus, on entraîne les réseaux de neurones sur un jeu de données qui a été annoté, donc il peut y avoir des erreurs dans sa notation. Donc il ne faut pas oublier que le réseau de neurones peut apprendre des erreurs si on lui donne des données faussées. Il se base sur des erreurs, il n'est pas capable de s'auto-corriger. Il ne va pas dire « Ah, il y a une incohérence dans le jeu de données qu'on m'a donné, donc je n'apprends pas ça ». D'où l'importance de toujours avoir un regard critique. Donc la personne qui va utiliser ce modèle a les capacités, l'expérience pour juger de sa sortie. De plus, il ne faut pas oublier qu'on est sur du code informatique qui, tant que vous ne le réentraînez pas, est statique. Il n'apprend pas par lui-même, il n'est pas capable d'évoluer. Notamment, il ne va pas prendre de recul sur ce qu'il fait, il n'est pas capable, on va dire, d'apprendre seul quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez entraîné dans n'importe quel domaine de spécialité vétérinaire, si vous avez entraîné votre réseau de neurones à reconnaître un certain nombre de pathologies, disons par exemple 3, et qu'en fait on lui présente un animal qui présente une 4e pathologie, il ne va pas être capable de détecter qu'il s'agit de quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que lui, il va forcer le résultat, alors il aura un très mauvais résultat, mais il va dire peut-être qu'à 10%, ça correspond à la pathologie numéro 2. Voilà, donc d'où l'aspect d'avoir toujours ce rapport au résultat. D'où, en fait, important par rapport à ce qui a déjà aussi été dit, c'est une technologie qui n'a pas pour ambition de remplacer l'expert, mais bien de l'assister. Donc un excellent outil qui va lui permettre de gagner en temps et en efficacité sur son diagnostic, mais on a toujours besoin du regard et de l'expérience, du savoir-faire de l'expert, déjà pour les créer et ensuite pour les contrôler et les utiliser à bon escient. Et maintenant, quelques exemples concrets. Alors, un premier exemple, qui est plutôt de l'écologie, mais on peut très bien imaginer d'appliquer exactement les mêmes choses sur de l'imagerie médicale, par exemple pour la reconnaissance de pathologie. Donc, c'est un projet qu'on a fait pour OSI Pantera, qui est un programme de recherche de l'ONG Objectif Sciences International. Le programme est dirigé par Annelise Cabana, et ce programme étudie la panthère des neiges au Kyrgyzstan pour sa conservation. Donc il pose des pièges photos et il collecte environ 400 000 photos par an qui, jusqu'à il y a peu, étaient traitées par des bénévoles. Et donc ça prenait plusieurs mois de traiter la collecte annuelle quand c'était traité entièrement. Parfois ils recherchaient juste les espèces d'intérêt et ils finissaient pas vraiment de traiter le jeu de données. Donc du coup on a travaillé sur l'automatisation de ça. Donc on va vous présenter un petit peu l'architecture, on va dire, de ce du pipeline qu'on a mis en place. On commence par prendre la photo originale et on la passe dans un réseau qui s'appelle Megadetector. Donc celui-là, c'est pas nous qui l'avons entraîné, c'est des chercheurs soutenus par Microsoft. C'est un réseau qui est spécialisé sur dire il y a un animal dans cette photo et il est ici. C'est pas un réseau qui va dire quel animal c'est, il a aucune idée de ça. Par contre, il va juste dire là, il y a quelque chose. Donc on utilise ces informations pour découper l'image et extraire une zone d'intérêt plus pertinente. Ensuite, on va utiliser ce cœur d'image sur EfficientNet V2. Donc ça, pareil, c'est un réseau qui initialement est entraîné pour de la classification d'images génériques. Donc il va classifier des humains, des avions, des animaux, etc. On l'a réentraîné sur la faune du Kyrgyzstan, spécifiquement sur les catégories qui nous intéressaient, pour qu'ils deviennent capables de trier ces catégories-là, d'extraire en fait les features importantes de l'image. Et ensuite, ces features, on les passe à un classifieur qu'on a développé et entraîné pour mettre nos animaux et nos photos dans des catégories. Yep. Donc le résultat, il est là. On a entraîné donc globalement le modèle sur 42 000 images à peu près, donc entre 1000 et 5000 par catégorie. On commençait à avoir des résultats intéressants à partir de 400-500 images par catégorie, mais ça commençait à devenir vraiment plus solide à partir de plusieurs milliers, d'où l'importance de la qualité et de la quantité du jeu de données pour ce genre de technologie, pour pouvoir entraîner correctement. Là, ce que vous avez sur le résultat, c'est une matrice de confusion, c'est-à-dire qu'en gros, à gauche, vous avez le label tel qu'il a été déterminé par un expert humain. En bas, vous avez la prédiction du modèle, plus une colonne pour les incertains, parce qu'on peut mesurer un peu la certitude de la prédiction du modèle. Et le but, c'est d'avoir le plus de photos possible qui soient dans la diagonale, c'est-à-dire que ce qui a été prédit est bien la même chose que ce qui était saisi.
Globalement, on est à 95% de précision, donc c'est plutôt pas mal. Et on traite 5 images par seconde, pas sur un supercalculateur, hein, sur un ordinateur portable moyenne gamme. Ça peut paraître relativement lent, mais au final, ça permet de traiter la totalité de la collecte en moins de 48 heures, ce qui est une amélioration déjà colossale pour l'association. Et à chaque fois, j'oublie ça. Voilà. Et si ce projet vous intéresse, le modèle sera bientôt disponible sous une licence Creative Commons, en fait. Il y a un outil qui s'appelle EcoAssist qui est développé par Peter Van Munteren de Adax Data Science qui a pour but de mettre à disposition des modèles écologiques justement comme ça. Et on a une petite vidéo aussi sur notre site YouTube qui explique un peu plus en détail le fonctionnement du modèle. Un deuxième et dernier exemple pour cette présentation, cette fois-ci directement en application en médecine vétérinaire, avec non plus de la classification d'images, mais de la classification d'indicateurs. Alors c'est un projet pour lequel on a travaillé avec Equico, donc une société française qui développe en fait, tout simplement du produit de suivi de locomotion équine, notamment pour la détection d'anomalies et de problématiques locomotrices à destination des vétérinaires. Et ils sortent une nouvelle gamme de leur guette connectée sur le chien. Donc ces guettes sont composées d'IMU, donc association accéléromètre et gyroscope. Vous en avez un par patte. Et lié à une application, ils vous permettent d'obtenir des paramètres objectifs de la foulée, de la démarche de l'animal en quelques secondes. Donc vous avez des forces d'impact, des vitesses de déplacement, ce genre de choses. Et nous avons travaillé avec eux sur la possibilité d'utiliser leurs données pour créer un modèle de deep learning qui permettait de détecter la présence de boiteries chez les individus, donc qui portaient ces guêtres. Bon, les boiteries chez le chien, donc c'est une problématique qui est très couramment rencontrée en clinique, mais qui n'en reste pas moins complexe du fait de la multiplicité notamment de ces potentielles causes, facteurs et évolutions qui, à l'heure actuelle, dans la plupart des cas, est évaluée de manière visuelle ou alors via une étude cinétique avec d'autres appareils. Donc notre problématique était de comment améliorer la précision de ce diagnostic et surtout d'avoir un gain de temps par rapport à ce diagnostic, notamment pour permettre des prises en charge les plus précoces possibles. Et de plus, chez les individus que l'on peut rencontrer, notamment chez le chien, on peut avoir des individus qui ne présentent pas de boiterie, mais qui ont déjà une asymétrie importante dans leur démarche, tout comme on peut avoir des boiteries qui déclenchent de très faibles asymétries, notamment des boiteries de faible grade qui peuvent même être intermittentes. Alors, pour entraîner le réseau de neurones que nous avons développé pour ce projet, nous avons utilisé directement les données annotées par les vétérinaires qui sont utilisateurs de l'application, donc ils sont prévenus que leurs données peuvent être utilisées justement pour le développement de l'application et du produit qu'ils utilisent, parce que c'est eux qui sont demandeurs d'ailleurs de l'ajout de cette option sur le produit. Donc il s'agit des données réelles du terrain, donc annotées par les vétérinaires experts. Donc ça a été fait sur un nombre de chiens de races très différentes et très variées, et donc on récupérait les paramètres objectifs, donc les 13 paramètres de foulée par patte. Nous avons constitué le jeu de données suivant, donc en nombre de données pour l'entraînement du modèle, en tout cas de sa première version, donc avec 3 sorties possibles. Donc on voulait qu'on passait en fait les données par paire de pattes, donc soit membre antérieur, soit membre postérieur, en fonction des guettes qui étaient connectées. Et on souhaitait que le modèle donc détermine s'il s'agissait d'un chien sain ou s'il y avait une boiterie à gauche ou à droite. Donc on se basait pour l'instant sur des cas de boiterie simple, et non pas qui atteignent des multipattes qui étaient extrêmement rares de toute façon sur le jeu de données que nous avions. Alors c'est un jeu de données qui a été sélectionné, donc on a l'ensemble des boiteries, on va dire utilisables que l'on avait. Par contre, on a sélectionné aléatoirement un certain nombre de boiteries, de non-boiteries, parce qu'en fait, en temps normal, c'est beaucoup plus de 50-70% de chiens qui sont analysés qui sont non boiteux plutôt que boiteux. Parce que c'est pas le plus courant d'avoir des chiens boiteux. Donc on a vérifié ça pour ne pas que le modèle apprenne qu'il était statistiquement plus intéressant de tout le temps déterminer qu'il n'y avait pas de boiterie, simplement pour éviter les biais. Donc on a équilibré le jeu de données et on l'a aussi augmenté en ajoutant tout simplement du bruit avec une fonction mathématique sur les signaux obtenus, sur les paramètres de foulée. Et on a bien fait attention surtout à séparer, donc parce qu'on, comme l'avait dit Damien un peu plus tôt sur le fonctionnement, donc on entraîne le modèle sur un jeu de données et on le sélectionne sur un second. Et on a bien fait attention en séparant les boiteries que le modèle rencontrait, qu'il ne voyait pas 2 fois le même animal dans son entraînement et dans sa sélection, pour ne pas qu'il apprenne par cœur la démarche d'un individu, due à la variabilité individuelle.
Alors, comment fonctionne le réseau que nous avons développé? Donc, en entrée, il reçoit 28 paramètres pour toujours donc une paire de membres, soit antérieur, soit postérieur, donc du fait de l'allure de l'animal, de sa masse, et les 13 paramètres, patte droite, patte gauche. Donc, quelques millièmes de seconde, il sort la sortie. On a réduit les 3 outputs en plus que 2 possibilités, soit l'absence, soit la présence de boiterie. Et dans le cas de présence d'une boiterie, on a ajouté un algorithme de type analyse post-hoc par-dessus pour déterminer tout simplement, via de l'analyse statistique descriptive basée sur les minimums des paramètres disponibles et sélectionnés 2 à 2, de savoir si c'était plus probable que ce soit du coup la patte gauche ou la patte droite qui était atteinte. Nous avons ensuite utilisé un véritable jeu de test, donc avec des données que le modèle n'avait jamais rencontrées, pour tester les capacités finales du modèle qui avait été sélectionné, donc qui avait les meilleurs résultats. Et du coup, les précisions que l'on obtenait sur ces données, alors qui sont à prendre avec du recul, parce que on a quand même un tout petit jeu de données au final, donc il peut y avoir une grande variabilité. Dans le cas où il y avait bien une boiterie qui avait été signalée par le vétérinaire, le modèle l'a détecté dans plus de 90% des cas, et par la suite, nous arrivions à détecter de la bonne patte dans plus de 70% des cas. Mais du fait d'une analyse en 2 temps, nous avons une précision globale estimée à l'heure actuelle de plus de 70% pour détecter la patte atteinte dans le cas d'une boiterie. Donc, ce sont des premiers résultats qui sont extrêmement encourageants et prometteurs du fait qu'on a entraîné en fait, le modèle sur un très faible jeu de données en termes de taille par rapport à ce qui se fait habituellement dans le développement de ce type de technologie. Et en plus, il faut compter qu'on a un jeu de données extrêmement varié. On ne s'intéresse pas qu'un seul type de race ou qu'une seule étiologie. On a vraiment toutes les données collectées par les utilisateurs. Donc on poursuit la collecte de données en nombre et en qualité, notamment parce que l'on souhaite déjà équilibrer davantage nos risques de faux positifs et faux négatifs, et surtout même aller jusqu'à la distinction des grades de boiterie. C'est-à-dire qu'on ne veut pas seulement pouvoir dire il y a un risque de boiterie sur telle patte, mais vraiment pouvoir dire ok, le chien boite de tel niveau sur tel membre. Et donc, on remercie Stéphane et Morgane Juban pour ce beau projet. Donc, si vous avez pu avoir l'occasion de discuter avec eux, ils présentaient dans la salle à côté. Voilà. Donc, c'est la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention, encore une fois, pour l'organisation et l'accueil. Merci beaucoup.